premier rendez-vous, en ce 2 mars, coïncide avec la journée consacrée aux maladies rares. Et les maladies rares sont précisément une des thématiques prioritaires de notre projet d'établissement. Nos hôpitaux donc rassemblent 88 centres maladies rares, 37 coordonnateurs constitutifs, il y a 2 filières maladies rares nationales et puis il y a 3 IRN qui sont les réseaux européens maladies rares. Et avec nos partenaires des hôpitaux universitaires Paris-Seine-Saint-Denis, nous avons ainsi une centaine de centres d'excellence pour la prise en charge des patients au nord de Paris. Mais il ne faut pas oublier non plus la dynamique créée par la création de l'Université de Paris, et création au sein de laquelle nous allons pouvoir mener et renforcer des liens étroits, qu'ils soient cliniques ou de recherche, avec nos amis des centres maladies rares du groupe hospitalier universitaire Paris-Centre, à savoir Cochin, Necker et Pompidou. Cette force au service des patients n'est probablement pas suffisamment connue à l'échelle de notre territoire. Ça, c'est un des points qui me soucie le plus. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous souhaitons créer une plateforme d'expertise maladies rares qui fédérera tous les acteurs des maladies rares. Associations de patients, centres maladies rares bien évidemment, laboratoires de diagnostic et de recherche. Une plateforme qui permet de renforcer les liens entre les acteurs internes du groupe hospitalier universitaire, mais également de tous les partenaires de notre territoire et de mener ensemble les actions en complémentarité avec ce qui est déjà fait par les filières, en appui de ce que souhaitent faire les centres et leurs associations. Pour ce premier webinaire du groupe hospitalier universitaire sur les maladies rares, nous avons choisi de parler du parcours de nos patients, en laissant une large place à la parole des patients eux-mêmes et aux échanges que nous espérons nombreux. Le programme, qui est riche, a été préparé conjointement par des responsables des centres maladies rares et des représentants des patients. Et je remercie tout particulièrement le comité d'organisation. Je remercie aussi en cette introduction le professeur Hilario Nunez de l'hôpital Avicenne et monsieur Jean-Michel Fourier de l'association des patients de fibrose pulmonaire idiopathique d'avoir accepté les fonctions de modérateur. C'est avec vraiment un très grand plaisir que j'introduis ce webinaire et je cède la parole à Madame le professeur Juliane Léger, qui est co-coordinatrice de la plateforme d'expertise maladies rares en devenir et qui a largement contribué à la préparation de cet événement. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau webinaire maladies rares. Merci. Merci, Monsieur Delpech. Donc, comme vous l'a dit Monsieur Delpech, ce webinaire n'a pas été choisi par hasard, en tout cas sa date, puisqu'elle coïncide avec la journée internationale des maladies rares. Ces journées ont lieu depuis plusieurs années, tous les ans, à peu près à la même époque, fin février, début mars. Et elles ont comme objectif, à l'échelon international, de se diversifier. Et nos objectifs sont vraiment de sensibiliser notre territoire Paris-Île-de-France aux maladies rares par la création de cette plateforme qui aura comme objectif, comme on vous l'a dit, de fédérer l'ensemble des acteurs et de favoriser leur mission de prise en charge, de formation, de recherche, d'innovation thérapeutique. Et cette plateforme aura pour objectif aussi donc, de générer des webinaires comme aujourd'hui, de générer des newsletters, d'améliorer notre site internet au niveau du GHU sur les maladies rares, ce que nous sommes en train de faire. Et vous verrez finalement toutes ces actions se cristalliser au cours des mois à venir, je l'espère. Alors, nous allons donc passer au séminaire et je vais donner la parole
aux deux modérateurs, le professeur Nunes de l'hôpital Avicenne du Centre de référence de maladies pulmonaires rares et M. Fourier, qui est président de l'association des maladies de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et donc, nous aurons 5 interventions. La première réalisée par le Centre de référence des maladies vasculaires du foie, qui vont nous parler de leur approche au niveau de l'annonce du diagnostic des maladies rares. Elle sera suivie par l'intervention de Mme Eliane Raffé, qui est psychologue au sein du Centre de référence maladies rares des malformations urinaires rares, qui est situé à l'hôpital Robert Debré, qui va nous parler de l'accompagnement avec l'éducation thérapeutique du sondage vésical chez l'enfant. Caroline Arthu, ensuite, de l'UTEP, va nous résumer finalement les différentes plateformes ressources transversales sur le CHU au niveau des maladies rares. Elle sera suivie par une intervention d'une association de patients, puisque Mme Claudine Collin de l'association Surrénal va vous montrer les résultats d'un questionnaire qui a été réalisé auprès de plus de 1000 médecins généralistes pour essayer de savoir finalement quelle était la perception des médecins généralistes sur les maladies rares et sur les centres maladies rares. Et enfin, nous terminerons avec le centre de référence sur la drépanocytose avec 3 interventions, l'une par le docteur Malika Benkerou qui coordonne ce centre de référence, qui va nous montrer une application très intéressante pour les adolescents jeunes adultes drépanocytaires pour leur aider à leur prise en charge. Elle sera suivie de l'intervention du docteur Nathalie Bédin qui est à l'hôpital Saint-Louis, qui va plus parler des spécificités de l'allogreffe dans cette pathologie. Et nous aurons aussi la chance d'avoir un témoignage d'un patient sur ce sujet. Donc, voilà. Je pense que ce webinaire va être très, très riche et je laisse la parole aux 2 modérateurs qui vont donc introduire ce webinaire. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Hilario Nunes, je suis coordinateur du Centre de référence des maladies pulmonaires rares à l'hôpital Avicenne et je suis ravi de modérer ce webinaire qui s'avère passionnant et qui est un point crucial dans la vie des patients et de leurs aidants. Donc, je serai accompagné par Monsieur Fourier, qui est un président très actif de l'association des patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique. Si Monsieur Fourier, vous voulez vous présenter. Vous avez tout dit, professeur Nunes, donc si ce n'est que je suis moi-même un patient atteint de fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, je vous repasse la parole pour lancer la première intervention. Parfait. Donc, on va accueillir pour la première présentation le docteur Aurélie Plessier et M. Stéphane Coutin qui vont nous parler des associations de patients comme acteurs de la formation à l'annonce diagnostique des maladies rares. Alors, je vais commencer. Bonjour à tous et à tous. Donc, Stéphane Coutin, je suis président de l'AMVF, l'association des malades des vaisseaux du foie, qui est une petite association qui compte une petite centaine de patients. Alors, moi-même, je suis patient, je ne suis pas médecin. Et petite, mais très active. Alors, on a 16 ans, on a été créé en 2005 et l'objectif premier de cette création, c'était de permettre à l'hôpital Beaujon de devenir, d'être labellisé centre de référence. Donc, Aurélie Plessier en parlera un petit peu plus longuement. Le deuxième objectif, c'était d'apporter un soutien moral, principalement aux patients qui viennent nous rencontrer lors des permanences qu'on organise une fois par mois, principalement sur Paris et de temps en temps à Rouen, Caen, dans les centres de compétences qui ont la gentillesse de nous accueillir. Voilà. Merci Stéphane. Donc, je suis le docteur Aurélie Plessier, je suis responsable du centre de référence coordinateur des maladies des vaisseaux du foie.
Notre centre de référence a été labellisé en même temps que la création de l'association, c'est-à-dire en 2005, et il est spécialisé dans la prise en charge des maladies des vaisseaux du foie de l'adulte, avec un relais avec le centre constitutif pour les enfants qui se situe à l'hôpital Bicêtre. Nous sommes d'une équipe de coordination médicale et paramédicale avec comme principale mission, évidemment, de mieux prendre en charge les patients, si possible localement dans leur région d'origine et d'aider au diagnostic, à leur prise en charge, mais également à la recherche et à la formation sur ces maladies des vaisseaux du foie, qui sont des maladies rares, évidemment. Nous situons dans le service des pathologies à l'hôpital Beaujon. Ce service se situe au sein donc, de cet hôpital Beaujon qui est quand même très centré sur les maladies hépatiques et digestives. Et nous avons la chance d'être entourés par de formidables équipes, en particulier en ce qui nous concerne dans la prise en charge de nos malades, avec l'équipe du docteur de recours et la clinique des anticoagulants, qui est extrêmement précieuse pour nous, l'équipe de radiologie du professeur Villeguerin, l'équipe d'anatomopathologie avec le professeur Paradis, et tout le pôle digestif dirigé par monsieur Sauvanet, et donc les équipes de chirurgie et de gastro-entérologie avec qui nous travaillons extrêmement régulièrement. Nous travaillons aussi beaucoup avec d'autres centres de référence de l'hôpital Bichat, de l'hôpital Robert Debré, de la Riboisière, d'Avicenne, de Saint-Louis. Et il existe vraiment un vrai réseau de soins très spécifique qui a pu être tissé dans notre GH autour de nos pathologies rares dont nous nous occupons quotidiennement. Au niveau national, nous travaillons donc avec un centre constitutif à l'hôpital Bicêtre de pédiatrie et 35 centres de compétences qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Nous travaillons évidemment beaucoup avec notre filière, qui est la filière Fil-Foie, qui nous aide dans de multiples domaines. Nous travaillons également au niveau européen. Nous sommes très investis dans notre ERN, Rare Liver, qui concerne donc la prise en charge de ces maladies hépatiques rares. Notre rôle, comme je l'ai dit, c'est d'améliorer la prise en charge de nos patients, d'avoir une recherche de qualité et de former le personnel paramédical et médical sur ces maladies des vaisseaux du foie, ainsi que les représentants plus au niveau de la ville. Donc, les maladies vasculaires du foie, principalement, les principales maladies sont le syndrome de Budd-Chiari et la thrombose de la veine porte, maladies rares puisque la prévalence est entre 3 sur 100 000 à 3 par million d'habitants. Donc, ce sont bien des maladies rares. La particularité de ces maladies, c'est que le début peut être assez brutal, douloureux et pénible et assez traumatisant finalement sur le plan des symptômes, ce qui peut générer une anxiété importante. Et tout ceci, comme pour d'autres maladies rares, avec un délai diagnostique qui peut être extrêmement long, quelquefois supérieur à 6 mois. Par ailleurs, de multiples intervenants sont nécessaires dans la prise en charge de ces maladies pour lesquelles il y a plusieurs causes, et ce qui explique que l'annonce du diagnostic peut être extrêmement difficile et quelquefois mal vécue, et c'est le retour que nous avons eu de l'association de patients, de la MVF, sur des annonces complexes qui nous a fait réfléchir à une meilleure prise en charge. Alors effectivement, avant 2011, l'AMVF, dans le cadre de ses permanences, avait été retour de patients, adhérents ou pas, ça c'est peu importe, sur le fait qu'ils avaient mal vécu l'annonce du diagnostic pour X raisons. Et on a décidé au sein de l'association de créer en 2011 un petit groupe de travail qui réunit patients et proches de patients pour réfléchir à un petit document qui était sur une page en 2 colonnes, qui centralisait, qui synthétisait on va dire les conseils, sans que ce soit des conseils médicaux, parce que nous ne sommes pas médecins, ni un document qui soit moralisateur, mais
quelques indices pour aider le médecin dans l'annonce du diagnostic entre les bons mots, les mauvais mots à ne pas employer ou pas employer tout de suite. Par exemple, le mot maladie rare, certains patients peuvent entendre maladie orpheline, je vais mourir. Combien de patients on a qui, plus maintenant, mais qui sont revenus en disant ah là là, maladie rare, je vais mourir. Et là, lors des permanences, on était là pour les rassurer. C'était aussi dans les gestes. Les gestes qui peuvent être différents dans le cadre d'une annonce du diagnostic, que cette annonce ait lieu en consultation ou à l'hôpital, en hospitalisation. Donc voilà, c'était un petit document de travail qui a été amené à évoluer grâce à la psychologue clinicienne de Beaujon, parce qu'on avait oublié un élément essentiel dans ce document, c'était le médecin. Le médecin qui est aussi acteur dans cette annonce, et il faut aussi protéger le médecin qui ne tombe pas dans l'empathie avec les risques que pour lui que cela peut entraîner. Donc ce document a été retravaillé plusieurs fois. On s'est rendu compte également à ce moment de cette première version qu'il n'y avait pas de formation dans les écoles de médecine, de formation ni de sensibilisation à l'annonce aux maladies rares. On savait que beaucoup de choses avaient été faites pour le cancer notamment, mais maladies rares, rien. Donc c'est ce qui nous a donné l'idée de faire ce document. Et l'élément essentiel qu'on essaie de faire passer aux médecins, c'est de ne pas voir le patient comme se limiter à sa maladie, mais le voir également comme quelqu'un qui va voir toute sa vie être remis en cause, sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Je reprends un exemple que Aurélie Plessier et moi adorons prendre. Vous prenez un patient qui va être mis sous anticoagulant, les sports à risque vont lui être interdits, et on peut parler du ski. Donc quelqu'un qui va être sous anticoagulant et dont l'activité partielle, on va dire, en hiver, c'est le ski, il va se dire, eh ben, moi, je suis prof de ski, qu'est-ce que je vais devenir par rapport à ma vie de famille également. Il est essentiel également que le médecin, là aussi, il peut y avoir un manque de sensibilisation à une époque, c'est, Aurélie Plessier l'a dit, le parcours du patient, l'errance thérapeutique. Aurélie Plessier parle de 6 mois, mais j'ai eu un patient il n'y a pas longtemps, c'était 2 ans d'incertitude sur le diagnostic exact. 2 ans, c'est énorme. Et parfois, le médecin qui va annoncer le diagnostic n'a pas toujours conscience du parcours médical pour en arriver au jour où on va lui annoncer, on va lui donner un nom à sa maladie. Donc, voilà les raisons de ce document. Si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, on a constitué ce groupe de travail en 2011. Il s'est réuni une autre fois en 2019, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, on retrouve dans ce support les 5 thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Le lieu et la posture. Lieu et posture seront différentes en cas de consultation, annonce au moment d'une consultation ou en hospitalisation. Le temps de l'annonce, le patient ne va pas toujours, à dire, il n'y a pas de bonne annonce. Il faut essayer de limiter, c'est-à-dire les dégâts. L'annonce peut être différente selon le patient, selon sa capacité à entendre et non pas et à écouter, à comprendre les mots. Donc peut-être que l'annonce peut se faire aussi en 2 temps. Avec le médecin dans un premier temps, et le médecin va ensuite proposer aux patients de revenir plus tard avec une infirmière, par exemple coordinatrice du centre de compétences, du centre de référence, ou avec l'association. L'information, le dialogue, prendre son temps dans la discussion avec le patient. Les mots dont j'ai parlé tout à l'heure, et la remise en cause sur sa vie personnelle et professionnelle. Et comme j'ai dit, la réaction peut venir plus tard parce qu'il y a certains patients, on le sait également, une annonce peut être mal perçue
même si le médecin emploie les bons mots, mais il peut être mal perçu, cette annonce peut être mal perçue parce que le patient a arrêté d'écouter. Il a entendu le mot maladie rare, il se ferme. Donc c'est pour ça que la réaction, l'importance d'intervenir dans un deuxième temps. Et comme je l'ai dit également en préambule, l'empathie peut être un danger pour le médecin. C'est pourquoi la dernière version de notre document s'attache à cet acteur primordial dans l'annonce qui est le médecin. Sur la dernière diapositive, on en arrive au résultat final avec le docteur Plessier, avec le centre de référence. On s'est tous approprié ce document et sur l'initiative du centre de référence, on organise depuis maintenant, Aurélie, depuis 4 ans, je pense maintenant facilement, 2 ateliers par an où il y a un bénévole de l'association qui va jouer le rôle du patient à qui un médecin va annoncer le diagnostic et le médecin est joué par un interne ou un externe. C'est une mise en situation et ensuite il y a un débriefing pour critiquer positivement ou aussi négativement l'intervention de l'interne ou de l'externe. Donc ça, c'est très intéressant. Ça a lieu 2 fois par an au centre de référence. Et mon ressenti, vu que parfois je joue le patient, c'est que c'est très bien perçu par les internes ou par les externes. Et au cours d'une réunion avec notre filière Fil-Foie, il y a une autre association de la filière qui a trouvé l'idée formidable. C'est sûr qu'on est très fiers de ce travail. On soumet l'idée de créer une première vidéo. Alors donc avec l'aide de Fil-Foie, on a filmé 2 ou 3 ateliers et avec Fil-Foie, il y a eu un montage et cette vidéo n'a pas pour objectif d'être une formation. Alors je suis très fier quand on parle de formation, une association qui forme les futurs médecins, on peut en être fier. C'est peut-être pas une formation, mais une sensibilisation à cette problématique de l'annonce du diagnostic. Mais donc voilà, vous pouvez retrouver sur notre site internet amvf.asso.fr cette vidéo qui a pour objectif dans un temps de sensibiliser, de montrer l'importance de se préparer à une annonce pour le médecin. Et ce qu'on espère, peut-être pas en 2021, mais plutôt en 2022, c'est de compléter cette première vidéo qui aurait là vraiment pour objectif de former les médecins avec des mises en situation, avec une parfaite annonce du diagnostic, même si une annonce parfaite n'est pas possible, mais la perfection, c'est toujours le but qu'on peut espérer, avec en comparaison une très mauvaise annonce du diagnostic. Merci beaucoup Stéphane. Donc, pour conclure, je voudrais juste ajouter que ces ateliers sont vraiment un moment merveilleux de partage extrêmement bienveillant. Et ils nous ont beaucoup appris, ils nous ont permis de beaucoup mieux appréhender cette annonce du diagnostic et de la focaliser sur les particularités liées aux maladies rares auxquelles on ne pensait pas, en insistant sur l'absolue nécessité de se préparer, de réfléchir à l'annonce, tout en intégrant l'ensemble du parcours de vie et de soins du patient, comme l'a dit Stéphane, afin qu'avec l'aide de toute l'équipe, que ce soit l'association de patients, l'infirmière coordinatrice, la clinique des anticoagulants et tous les autres intervenants, il y a aussi la diététicienne, le patient dans toutes les ressources qui existent autour. On va passer éventuellement aux questions. On a fini notre présentation sur cette annonce diagnostique et cette collaboration. Je réagis très rapidement à une personne qui fait part de sa propre expérience, qui dit qu'elle a pleuré lorsque le médecin a donné un nom sur sa pathologie. Effectivement, ça peut être perçu également comme un soulagement pour le patient de savoir enfin ce qu'il a après avoir eu un parcours plus ou moins long. Donc, je comprends très bien cette personne qui ait pu pleurer sur de soulagement, je pense, suite à cette annonce. Merci beaucoup. C'est vraiment une initiative qui est extrêmement intéressante et puis elle montre bien la lacune qu'ont les médecins dans leur formation à l'annonce diagnostique. Donc, ça nous rend humbles. J'avais quelques questions.
La première question, c'est habituellement dans une annonce diagnostique, il y a d'autres personnes qui sont impliquées, d'autres professionnels, et parfois on fait une annonce diagnostique avec, par exemple, une infirmière ou éventuellement avec un rare, un conseil génétique qui doit être mis en place. Est-ce que vous avez formé ces gens-là ou est-ce que vous n'avez pas sollicité les infirmières, par exemple, à participer à vos jeux de rôle? Alors, je vais commencer à répondre et Aurélie complète. Allez-y, Aurélie. Allez-y, je vous laisse la parole. Non, il n'y a pas. Là, bien sûr, tout à fait, l'infirmière, la psychologue, l'infirmière coordinatrice, la psychologue, d'autres médecins du centre peuvent être amenés, enfin, sont régulièrement sollicités pour ces ateliers. Et évidemment, ça dépend aussi de leur agenda, mais en général, on leur demande d'être là. Et une question pour le président de l'association. On parle de patients experts. Est-ce que les patients qui sont dans ces jeux de rôle sont des patients experts ou c'est n'importe quel patient de l'association qui était bénévole et qui a décidé de participer à ces mises en situation? Non, il n'y a pas de comparaison de patients experts avec, si je ne me trompe pas, vous faites référence aux ETP notamment. Non, là, on prend déjà, on est une petite association, donc on a beaucoup de mal à trouver des bénévoles, mais c'est tout bénévole parce qu'on a tous vécu cette annonce, plus ou moins bien. Moi, je l'ai bien vécu. J'étais entre les mains d'Aurélie Plessier, donc je lui fais un compliment. Mais non, il suffit simplement d'être naturel et de pas être timide. Je pense, voilà, c'est la seule. Faut même pas peut-être avoir tes petits dons d'acteur, mais même pas. Non, c'est être naturel. Et en plus, si on peut être un petit peu acteur, on peut un petit peu. Je dirais qu'on taquine un petit peu les internes. C'est-à-dire qu'on sait sur quel point ça peut. J'allais dire les piéger, c'est pas le bon terme, mais les points sur lesquels ils pourraient être touchés quand ils vont être dans un exercice complet de leur activité. Je pense à une patiente avec qui j'ai joué un rôle. Elle jouait la patiente et moi, je jouais le rôle de son mari. Elle a pris l'exemple de l'activité professionnelle qu'elle exerçait, qui était prof de boxe, si je ne me trompe pas. Donc voilà, elle n'était pas prof de boxe, mais elle est rentrée dans ce jeu-là parce qu'elle avait des petits dons d'acteur. Donc voilà. Il y a pas de, je ne crois pas qu'il y ait de formation de patients experts pour l'annonce du diagnostic, effectivement, mais ce que je voudrais rajouter, c'est que quand même, les patients de l'association qui font ces formations ont d'abord énormément réfléchi et ont travaillé sur le document tous ensemble avec la psychologue, avec des lectures, etc. Et sont devenus des patients experts parce que c'est eux qui le font et qui répètent. C'est en général le même groupe de patients qui répètent ces ateliers et du coup, ils sont devenus experts, franchement experts. Et ce que je voudrais aussi rajouter, c'est qu'on fait maintenant ces cours à la formation, vous savez, des infirmières en pratique avancée, donc devant une centaine d'étudiantes, infirmières en pratique avancée, et on les sollicite pendant le cours. On l'a même fait sur Zoom, et ça s'est extrêmement bien passé parce que justement, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est assez rodé et qui marche bien et où on est bienveillant et à l'aise et où on a un peu réfléchi au problème quand même. On est plus ou moins formé. Il y a un DU sur l'annonce diagnostique dans les maladies rares auquel j'avais participé. Et voilà, il y a quand même certains points sur lesquels on a réfléchi. Pour compléter très rapidement sur nos bénévoles qui interviennent, quand un nouveau bénévole accepte de jouer le rôle du patient, on ne le laisse pas tout de suite jouer le rôle du patient. Il participe à un atelier. C'est un autre patient, un autre bénévole qui joue le rôle du patient, il voit comment ça se passe. Effectivement, comme l'a dit Aurélie, avec cette première expérience, avec la lecture de notre document, il s'en sortira. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Monsieur Fourier, vous avez peut-être une question à poser?
Il y a une question, si je puis me permettre, sur les commentaires. Il y a une personne qui demande si c'est la même chose pour la prise en charge des parents. Ça, il vaudrait poser la question aux associations d'enfants malades. Euh, je ne sais pas. Et ça serait, de toute façon, ça serait totalement différent parce que chez nous, ce sont des adultes, au moins, qui sont impliqués là-dedans. Chez un enfant malade, ça serait différent parce qu'il y a ça, ce sont les parents qui seraient principalement les principaux acteurs dans cette annonce. Merci beaucoup, Monsieur Coutin et Dr Plessier. Malheureusement, on va devoir arrêter la session de questions pour l'instant. Je pense il y a beaucoup de questions qui n'ont pas pu être répondues. Bien sûr, je pense qu'elles seront transmises aux différents intervenants. Je vais maintenant accueillir Eliane Jossé-Raffet, qui est psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie et psychanalyse au service de chirurgie viscérale et urologique pédiatrique ici à Robert-Debré. Et je vous laisse la parole, Eliane. Bonjour, merci. Merci de votre invitation. Je travaille depuis septembre 2016 dans le service de chirurgie viscérale et urologie pédiatrique. Je participe à l'accompagnement en éducation thérapeutique et je vous prie de bien vouloir excuser Rémi Charabin, qui est l'infirmier avec qui je travaille, qui n'a pas pu se dégager des soins. Je vais vous présenter l'apport de l'approche pluridisciplinaire dans l'accompagnement et l'éducation thérapeutique du sondage médical intermittent chez l'enfant. Le centre de référence Mardu a été labellisé en 2017. On a un centre coordinateur qui est à Robert-Debré, qui est coordonné par le professeur Alain Egonemi, et un centre constitutif à l'hôpital Mère-Enfant de Bron. 19 centres de compétences sont présents sur tout le territoire métropolitain et en Outre-mer. Et le centre des malformations rares des voies urinaires fait partie de la filière neurosciences. Dans la cohorte de Mardu, on a 504 patients qui sont suivis. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement des patients qui ont des sondages intermittents. Donc on a une file active de 97 patients, toutes pathologies confondues. Alors, le sondage médical intermittent a pour objectif de protéger le haut appareil urinaire, mais aussi de donner une continence urinaire sociale à l'enfant, qui contribue à une très nette amélioration de la qualité de vie des enfants et des familles. C'est un soin qui est contraignant parce qu'il doit être pratiqué de façon quasi quotidienne. Il est considéré, alors à tort, comme intrusif et douloureux. Alors, c'est un soin qui est intrusif, mais quand il est pratiqué de façon optimale, c'est un soin qui ne doit pas être douloureux. C'est très important la façon dont sont appris les premiers sondages, et c'est pour ça qu'on a mis en place un programme spécifique avec les familles des patients. Alors, le parcours se déroule en plusieurs temps. Il y a tout d'abord une consultation d'annonce qui est faite par le chirurgien en présence de l'infirmier et de la psychologue. C'est un moment qui nous permet de faire connaissance avec les familles, mais la plupart du temps, on connaît, c'est des familles qui sont suivies depuis un moment, donc on les connaît déjà. Et on propose rapidement une consultation conjointe infirmier-psychologue qui permet d'évaluer les besoins et les connaissances et compétences des enfants et de leurs parents. L'infirmier présente le soin et le matériel grâce aux outils d'éducation. Donc, on vous a mis quelques photos. C'est aussi un moment qui permet d'organiser et de coordonner le parcours. On va vraiment s'adapter au rythme des familles et on ne commence pas les premiers sondages tant que la famille n'est pas prête. Et on peut poursuivre ces consultations conjointes jusqu'au premier sondage. On organise les rendez-vous aussi en fonction des disponibilités des parents.
On propose aussi, dans un premier temps, une rencontre avec une famille ressource. Donc, on demande à un patient qui pratique les sondages et à ses parents de venir rencontrer une autre famille. C'est un temps qui est un temps d'échange libre. Et ensuite, on propose à l'enfant ressource de montrer, d'expliquer le soin à l'autre enfant. Et donc, on leur propose de pratiquer le sondage sur des coupons, comme vous le voyez sur l'image. Donc, un des petits garçons qui explique à partir du lavage de main, voilà, il pratique le soin avec la sonde urinaire. C'est un moment qui est très agréable, qui permet aux parents d'échanger entre eux et aussi aux enfants. C'est un moment qui est très valorisant pour l'enfant qui pratique déjà le sondage. Il prend conscience de toutes les compétences qu'il a. Et puis, on va proposer ce qu'on appelle un stage intensif. L'enfant et ses parents doivent venir plusieurs jours consécutifs. Il y a en moyenne de 5 à 10 séances de 45 minutes à 2 heures. En gros, ça veut dire que c'est au moins 3 jours consécutifs dans la semaine. Donc, comme je l'ai dit, on adapte au rythme de l'enfant et de ses parents. Depuis mon arrivée en 2016, on propose systématiquement de la relaxation ou de l'hypnose au cours des premiers sondages, que l'enfant soit bien détendu, parce qu'on voit que quand l'enfant est détendu, le soin est très peu douloureux et devient rapidement non douloureux. En fait, au bout généralement du 3e ou 4e sondage, il n'y a plus de douleur. Et c'est possible de présenter aussi, de proposer des entretiens de soutien tant que l'enfant et ses parents ne sont pas prêts. Et notre idée dans l'équipe, évidemment en dehors d'une urgence médicale, c'est de ne pratiquer aucun sondage sans autorisation de l'enfant. Pour nous, l'approche pluridisciplinaire joue un rôle majeur dans la qualité de l'accompagnement et de l'éducation thérapeutique du sondage médical intermittent. Vous verrez dans le petit témoignage qu'on a tout à l'heure que toute l'équipe joue un rôle majeur, y compris l'assistante sociale, parce qu'il y a énormément de choses à aménager dans la vie familiale. Donc, nous prenons le temps nécessaire et nous nous adaptons aux familles. Depuis 2016, on a très peu d'échecs puisqu'on a seulement un adolescent qui a refusé les soins. Alors, il n'y avait pas d'urgence médicale. C'est une famille qui était vraiment dans le milieu de la maladie. On est très heureux de ces chiffres parce que dans la revue de la littérature, on voit que d'autres équipes publient une réussite à peu près pour 2 tiers des patients. On est vraiment très au-dessus de ces résultats. Et on a aussi un retour très positif des enfants et de leurs familles. On a une maman qui a accepté de faire un petit témoignage audio qui malheureusement ne pouvait pas être présente aujourd'hui. J'accompagne mon enfant qui est suivi à l'hôpital Robert Debré depuis 2015. Il est suivi en neurologie pour un problème de valve de Burette postérieure. Et il fait un sondage actuellement, il y a de cela bientôt 2 ans. Il est sous traitement du sondage et il a des rendez-vous momentanément réguliers, pas très réguliers, mais chaque 3 mois ou chaque 2 mois, on a un rendez-vous pour voir l'évolution du sondage qui a débuté. Et au début, on est venu, ils nous ont appris comment on doit faire le sondage et comment on doit être suivi à l'école. Et l'équipe qui nous suit est vraiment formidable et ils sont à l'écoute et on leur pose toutes les questions, comment ça va se passer. Et vraiment, je suis très ravie parce que mon fils, depuis ça, il y a l'amélioration, mais comme on me promet que c'est un traitement qui sera long,
j'espère que un jour, il va retrouver sa santé. Et c'est l'objectif, en fait, que moi, je me fixe. Voir mon fils finir avec tout ça là et qu'il soit propre entre ses amis et qu'il soit plus frustré et qu'il soit vraiment content aussi. Et ça me fera vraiment un grand plaisir. Et je remercie tout un chacun du soutien moral surtout qu'on m'apporte, voilà, parce que c'est pas facile d'avoir un enfant malade et que quand vous arrivez, au moins vous trouvez des gens qui vous écoutent et qui sont là pour vous. Chaque fois que vous avez un souci, vous trouvez toujours un problème, vous trouvez toujours du réconfort. Et je vous souhaite de continuer dans ce sens. Je sais que je ne suis pas la seule maman qui a ces problèmes et que vous soyez toujours vraiment une équipe formidable qui est là pour écouter les mamans, nous les mamans qui avons des difficultés, surtout avec des enfants. Et ils arrivent des moments où vraiment c'est difficile à la maison. Moi, j'ai eu des problèmes avec et qui commençaient à être un peu difficiles. Et j'ai eu le soutien des assistants sociaux, des psychologues qui l'ont entretenu et qui l'ont parlé, et qui l'ont expliqué comment ça se passe. Et voilà, je remercie tout le monde parce que là, actuellement, vraiment, ça va. Je crois qu'il a compris les conseils. Et je veux qu'on continue dans ce sens toujours parce que ce n'est pas facile. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci Eliane. Il nous reste 4 minutes pour quelques questions. Vous nous présentez un très beau succès. Vous parlez beaucoup de multidisciplinarité. Quels sont, d'après vous, les critères qui ont fait ce beau succès? Plus précis, si on creuse un petit peu. Oui, en fait, je crois que c'est que tout le monde dans l'équipe a vraiment l'idée qu'on doit prendre le temps, qu'on doit être à l'écoute des patients. Et c'est vrai qu'on a une équipe d'infirmiers qui est très disponible. C'est ce que disait la maman dans le témoignage, c'est qu'elle peut venir, les parents peuvent téléphoner, venir à n'importe quel moment et avoir toujours une réponse. Voilà, enfin, je pense que la disponibilité de l'équipe, c'est. Voilà. Vous êtes en mesure de répondre au discours une des plaques traumatique. Mon enfant est âgé de 3 ans et 5 ans. Alors ça, je ne peux pas répondre. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le. L'expert n'est pas là. Le sujet, effectivement, l'expert n'est pas là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bah sinon, merci Eliane. Professeur Nunez, je vous repasse la parole pour la prochaine intervention. Pardon, mon micro n'était pas activé, excusez-moi. Donc, on va écouter Mme Caroline Arthuis-Dumont qui va nous parler des plateformes ressources transversales de l'AP-HP Nord dans les maladies rares. Quelques petites minutes pour vous présenter succinctement différentes plateformes ressources transversales disponibles sur le groupement hospitalier AP-HP.Nord. Ce que j'entends par plateforme transversale ici dans mes propos, c'est finalement la structuration d'équipes autour d'un domaine, disons, d'expertise que les équipes, les centres de référence, les associations de patients peuvent solliciter. Et c'est la raison pour laquelle vous retrouverez dans chacune des slides présentées des liens Internet et des coordonnées afin de vous aider, vous orienter pour en savoir plus. Donc, la première ressource transversale que je souhaitais vous présenter, c'est les UTEP, donc pour Unité transversale d'éducation thérapeutique du patient. Donc, leur priorité, c'est l'éducation thérapeutique du patient et ce sont des plateformes d'appui méthodologique au service des équipes qui souhaitent développer des programmes et maintenir leur qualité. Elle est composée de professionnels formés, médicaux, paramédicaux, mais aussi de patients.
Leur mission principale, donc, c'est l'accompagnement dans la conception et l'évaluation des programmes. Et plus particulièrement, sachez que depuis 2 ans, il y a une forte émancipation des projets dans les maladies rares grâce donc à la DGOS et les différents appels à projets récents. Elles vont tenir aussi un rôle dans la formation et la promotion d'une culture ETP dans l'institution. Sur le GH Nord, vous avez 3 UTEP, donc Envol, Paris 10 et le CEDUC, que vous pourrez solliciter donc localement pour développer des actions éducatives et voire même donc, des programmes de TP. Le deuxième type de plateforme ressources sont dédiées à la transition. Et chez nous, à l'hôpital, sur le groupement, elle porte le nom d'Advenir. C'est un lieu dédié, une équipe d'experts de l'adolescent qui ont pour mission d'accompagner ces adolescents, ces jeunes, et leurs parents dans la préparation à la transition d'un hôpital pédiatrique vers les services de soins pour adultes. Et c'est aussi une ressource pour les équipes de soins pédiatriques et adultes, puisqu'elles peuvent aussi contribuer à améliorer les parcours de transition. Donc, je vous invite donc à consulter le site internet et pas hésiter à les contacter donc, pour toute question sur le domaine de la transition. La troisième ressource transversale dont on a fait le choix de vous parler aujourd'hui, c'est la plateforme Sequoia. C'est l'une des 2 plateformes nationales de séquençage génomique très haut débit sélectionnées dans le cadre du plan gouvernemental France Médecine Génomique 2025. Les activités de la plateforme sont multisites. Elle est composée de laboratoires, de séquençage, d'une plateforme plus spécifique qui fait le séquençage en lui-même, donc vraiment la machine qui permet de faire ce séquençage du génome, et puis une plateforme informatique qui va donc devoir traiter cette masse d'informations. Leur mission à Sequoia, c'est vraiment permettre aux patients, entre autres ceux touchés par la maladie rare, de bénéficier, grâce à leur séquençage en routine, d'une prise en charge diagnostique peut-être plus rapide, plus personnalisée. C'est aussi une phase dans le système de soins. Pareil, de la même manière, on vous a mis des liens pour visiter donc, la plateforme Sequoia et c'est aussi un lieu où vous pourrez mieux comprendre le séquençage génomique. C'est pas toujours. La 4e structure, elle-même entièrement dédiée aux maladies rares et dont M. Delpech et le professeur Léger vous ont déjà fait une présentation dans l'introduction, c'est la plateforme d'expertise maladies rares. Donc, pour le groupement APHP Nord, la plateforme d'expertise se donne pour mission d'accroître la visibilité des maladies rares et ses centres de référence sur le territoire Île-de-France Nord en particulier et même au niveau national, d'améliorer le diagnostic et la recherche sur les maladies rares et de promouvoir les interactions entre les centres et les associations de malades. Donc c'est en cours vraiment de structuration sur notre groupement. Et le petit dernier, la dernière plateforme qu'on souhaitait du coup partager avec vous aujourd'hui, c'est la Petite Fabrique. C'est un laboratoire d'innovation qui est en cours de déploiement à l'heure actuelle sur les hôpitaux Bichat-Beaujon, comme point d'ancrage initialement et qui, on espère, aura un potentiel GHU. Et il s'agit d'une structure originale destinée à accueillir des patients au sein des équipes hospitalières pour concevoir, promouvoir des projets. Et tout ça dans le but d'améliorer la qualité des soins et des organisations. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le but est d'offrir un espace de travail et d'échange où les patients auront toute leur place pour construire des projets avec les équipes hospitalières en adéquation avec leurs attentes et leurs besoins. Et tout ça est aussi en cours de structuration et on leur souhaite de belles réussites. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Caroline, pour la présentation de toutes ces structures transversales et des beaux projets aussi, des beaux projets en cours. Tous les patients maladies rares peuvent vous raconter le nombre de fois
où ils ont dû expliquer leur maladie à leur médecin généraliste. Pour parler de cette perception des médecins généralistes, j'ai le plaisir de passer la parole maintenant à Madame Claudine Collin, et représentante de l'association Surrénal. Madame Collin, êtes-vous là? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour participer à ce webinaire pour la 14e édition de la journée maladie rare. Donc, je suis Claudine Collin, représente l'association Surrénal. Et cette association a été créée en 1996, déclarée d'intérêt général en 2006. Donc, les objectifs sont d'écouter les malades qui présentent une pathologie des glandes surrénales. C'est d'informer sur ces maladies et de porter la voix des patients auprès des instances et soutenir la recherche. Au 1er janvier, nous avions 739 adhérents. Nous travaillons avec tous les centres de référence labellisés depuis le premier plan, et notamment avec le centre de référence des maladies endocriniennes rares de la croissance et du développement, coordonné par le professeur Juliane Léger. Donc depuis 2005, et nous sommes membres également de la filière maladies rares Firando. Donc l'objectif est de vous montrer la perception des médecins généralistes vis-à-vis des maladies rares à travers les résultats d'une enquête qui a été initiée par le Collège de médecine générale, par Maladies Rares Infoservice et les filières de santé maladies rares, et aussi les actions nécessaires pour une meilleure visibilité de ces actions et l'amélioration de l'information des maladies rares. Alors, quelques rappels pour les plans maladies rares. Les objectifs et la réalisation, c'était d'abord de structurer l'organisation de l'offre de soins des maladies rares. Donc, il y a eu la création de 23 filières maladies rares, 363 centres de référence et 1773 centres de compétences. Ça a permis l'accélération de la production des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Cela a permis d'amplifier également les coopérations européennes, donc les réseaux européens de référence. Donc pour l'association Surrénal, c'est l'ENDO-ERN. On travaille toujours sur réduire l'errance et l'impasse diagnostique. S'il y a un gros sujet du 3e plan maladies rares, c'est d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie. Pour cela, la promotion de l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, donc, et l'organisation de la transition pédiatrie adulte. Donc, la visibilité et l'augmentation du contenu d'Orphanet, qui est vraiment le portail de référence pour les maladies rares, et la visibilité de Maladies Rares Infoservice, qui est la plateforme d'appel pour toutes les maladies rares. Le développement de la recherche, la constitution de cohortes et de banques de données, donc la BNDMR, la Banque nationale de données des maladies rares. C'est faire évoluer le diagnostic néonatal et le diagnostic préimplantatoire pour une prise en charge plus précoce, et l'édition de cartes d'urgence. Donc, cette enquête de maladies rares qui a été faite auprès des médecins généralistes a été initiée par le Collège de la médecine générale, donc en collaboration avec Maladies Rares Infoservice et les filières de santé maladies rares. 1361 médecins généralistes ont répondu au questionnaire. Ce questionnaire a été diffusé entre mars et juin 2020. Les répondants venaient de 14 régions. 2 tiers exerçaient à moins de 50 km d'un CHU et 50% exerçaient depuis plus de 5 ans. Aux questions sur les connaissances générales sur les maladies rares,
14% ont dit oui, tout à fait, 42% partiellement, 35% non, pas vraiment, et 9% pas du tout. En fait, 60% des répondants auraient clairement le réflexe de penser maladie rare devant un tableau de symptômes cliniques inhabituels. Et 28% des répondants ne savent pas où trouver des informations sur les maladies rares. Les besoins en termes de connaissances et de pratiques professionnelles sur les maladies rares. 58% ont besoin d'informations sur une maladie rare ou sur un groupe de maladies rares. Donc 40% ont dit qu'ils voulaient ces informations plutôt en ligne et 18% ont noté en présentiel. 75% ont besoin d'informations sur la prise en charge et le rôle du médecin généraliste, toujours avec 47% en ligne et 27-28% en présentiel. Les principales sources de renseignements, 23% seulement des médecins généralistes ont déjà consulté le site internet des filières de santé maladies rares et 84% des répondants ont déjà consulté le site Orphanet. 40% ne connaissent pas du tout le site des filières de santé maladies rares. Alors, la connaissance des centres maladies rares. À la question, vos patients sont-ils adressés à des centres de maladies rares? 7% systématiquement, 21% ont répondu régulièrement, 37% occasionnellement et 29% pas du tout. Donc 30% des répondants ne connaissent pas les centres maladies rares. Et 20% ont une bonne communication avec les centres maladies rares lorsqu'ils ont des patients qui sont suivis dans ces centres. Et 50% des répondants ont des patients, au moins un patient suivi en centre de maladies rares. Mais parmi eux, plus de la moitié ont une faible communication ou n'ont pas une bonne communication de la part des centres maladies rares. Donc, ils ont demandé également des outils et des aides. Donc, il y a déjà eu des outils qui ont été mis en place par les différents plans nationaux maladies rares. Par exemple, la liste des centres de référence et des centres de compétences est disponible sur les sites de chaque filière. Les centres de référence avec le mail des coordonnateurs, les coordonnateurs des centres de référence, mais également les coordonnateurs des filières. Les centres de référence et les centres de compétences ont une mission de recours. Et les PNDS sont sur le site de la HAS. Et dans ces PNDS-là, il y a une synthèse qui est vraiment très intéressante pour le médecin traitant. Alors, les filières ont édité un livret qui rassemble les noms des coordonnateurs des filières et de chaque centre de référence. Et également, toutes les associations de patients éditent des plaquettes d'informations sur leurs maladies rares. Les besoins en termes d'outils support, pour les 3/4 des répondants, un site web a été demandé. Et pour 40%, des documents d'information et un support téléphonique ou un email. Il y a eu énormément de demandes également pour l'aide au diagnostic en intelligence artificielle. Donc, pour un exemple de la filière Firando, dans le livret des filières maladies rares, donc il y a d'abord une petite explication de l'expertise, le domaine d'expertise donc de chaque filière. Il y a également la liste, le nombre de centres de référence. Donc, pour la filière Firando, nous avons 21 centres de référence, 174 centres de compétences, 82 laboratoires de diagnostic, 5 sociétés savantes et 18 associations de patients. Vous avez également le nom du coordonnateur du réseau et le site internet de la filière, et il y a une adresse mail de contact.
filière Ferrando a également édité quatre cartes, merci beaucoup, 4 cartes d'urgence. Pour l'instant, il y en a 4, donc 2 pour l'insuffisance surrénale, 1 pour les enfants et 1 pour les adultes, une carte pour le diabète insipide central et une carte pour le syndrome de Silver-Russell. Donc, en conclusion, cette enquête a mis en lumière une connaissance insuffisante des maladies rares, des centres de référence et de compétences chez les médecins généralistes. Il ressort que des moyens de communication sont nécessaires pour améliorer la connaissance des outils et les avancées des plans maladies rares. La mise en place des plateformes d'expertise maladies rares devrait renforcer les liens entre tous les acteurs participant à la prise en charge des maladies rares. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Collin. L'étude montre bien certains, il y a certaines choses qui font mal quand on est effectivement patient de maladie rare et quand on connaît l'impact que peut avoir l'errance diagnostique. Il y a quelques pistes qui vont effectivement viennent en conclusion, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est peut-être quelque chose qu'on pourra rediscuter avec la plateforme d'expertise maladie rare. Quelle est la place de la maladie rare dans le cursus de formation des médecins? C'est vraiment quelque chose qu'il faudra sûrement travailler. Est-ce qu'on a des questions? Moi, j'avais une question. Allez-y, professeur, si vous en avez une. Oui, alors merci beaucoup. Hein, c'est une enquête vraiment très instructive et là encore qui montre bien les défaillances du système de santé malgré toute la bonne volonté des plans maladies rares. J'avais une question sur les caractéristiques des médecins. Est-ce que leur intérêt pour les maladies rares et leur investissement dépend de certaines caractéristiques en termes de sexe, d'âge, d'années d'expérience, etc. Est-ce que vous avez regardé? En fait, c'est une enquête qui a été faite par le Collège de médecine générale. Mais alors, non, on n'a pas... on a repris tout ce qui avait été fait comme question. Mais par contre, nous, enfin, dans la filière Ferrando, on a un groupe de travail, des associations de patients avec également des médecins de centres de référence et de compétences. Et on voulait justement travailler sur les contacts avec les médecins généralistes. Donc là, on a vraiment un axe, avec cette enquête, on a véritablement un axe de travail. Ça va beaucoup nous aider également pour pouvoir travailler en 2021 sur comment toucher plus les médecins généralistes sur les maladies rares. Merci. Professeur, peut-être une question pour le professeur Léger. Merci beaucoup pour ces informations très importantes et nécessaires. La plateforme pourrait-elle travailler avec les équipes Orbis, par exemple, pour la PHP, pour intégrer des informations types comme site de référence maladie rare ou filière, etc., afin de mieux informer les médecins traitants par les groupes? Le rôle de la plateforme, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura un axe très très important justement sur la visibilité de tous les acteurs des centres de référence au sein de notre GHU. Donc là, vraiment, c'est un axe très important que l'on souhaite développer. On est en train d'actualiser, hein, et je remercie ici Mme Barabé et Juliette Gérard, hein, d'actualiser le site internet sur les différents centres de maladies rares du GHU. Nous allons organiser des webinaires, nous allons diffuser des newsletters aussi à l'intention des médecins traitants. Donc oui, la plateforme a cette mission-là. Est-ce qu'il y aura un site dédié, par exemple, un site dédié est-ce qu'il y aura une partie du site qui sera dédiée aux médecins généralistes? Je pense qu'il faut que l'on ait tous une réflexion à ce sujet et voir comment on peut rendre le plus visible possible
nos actions pour les médecins généralistes. Bien, merci beaucoup, hein, Madame Collin, c'était très, très intéressant. Merci à vous. Professeur Nunez, je vous repasse la parole pour la suite du programme. Oui, donc on va passer à la drépanocytose, donc le parcours pour les patients ayant une drépanocytose, et on va accueillir le docteur Malika Benkerou. J'arrive. Elle est là. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités à parler d'une application innovante qui est une application smartphone reliée à une plateforme de soignants pour la prise en charge des adolescents et jeunes adultes atteints de drépanocytose traités par un médicament qui s'appelle l'hydroxycarbamide cyclosporidium pour ceux qui connaissent. Donc, je suis responsable du site de référence labellisé sur Robert Debré, qui a été labellisé en 2004, créé en 92. Nous sommes au sein de la filière maladie constitutionnelle du globule rouge et de l'érythropoïèse. Et donc, nous sommes, il y a 200 coordonnateurs, un en métropole, un en Rive-Nord chez les adultes, piloté par le professeur Galacteros, et un en Outre-mer, en Guadeloupe, avec le docteur Marie-Étienne Julan. Et il y a 13 sites constitutifs, 39 centres de compétences. Donc on est une unité transversale au sein du service d'immuno-hémato-pédiatrique de Robert Debré, au sein du DRU. Et donc ce projet est né, diapositive suivante, d'un travail sur le parcours de soins des enfants drépanocytaires dans le nord et l'est de l'Île-de-France entrepris dans le cadre de la mise en musique du plan régional de santé d'Île-de-France. C'est un soutien qui a été demandé par les jeunes, identifié lors de l'évaluation des besoins par un groupe multidisciplinaire en 2013-2014. Et donc, vous savez ou vous ne savez pas, la drépanocytose est une maladie de l'hémoglobine et c'est la maladie génétique la plus fréquente d'Île-de-France puisqu'elle touche 1 sur 99 nouveau-nés vivants. En région parisienne, c'est plus important en termes de fréquence qu'en Outre-mer. C'est une maladie chronique grave, extrêmement sensible à la prévention précoce par dépistage néonatal, aussi bien sur la mortalité que la morbidité. Et on passe de 80% de décès avant 5 ans à 5% de décès et actuellement 1% de décès avant l'âge de 5 ans grâce au dépistage néonatal et à la prise en charge préventive qui s'intensifie. Donc, l'hydroxycarbamide, c'est un des médicaments qu'on peut proposer chez les patients drépanocytaires qui ont une maladie symptomatique. C'est la seule molécule atténuatrice dont l'action est multiple. Elle agit sur l'ensemble des éléments circulants du sang, sur les vaisseaux, et préserve les tissus. Ça diminue la fréquence des complications douloureuses, des hospitalisations, de l'ordre de 50 à 80%. Ça augmente la quantité de sang, d'hémoglobine dans le sang circulant, et ça augmente l'espérance de vie. Et surtout, les effets sont complètement réversibles à l'arrêt. Ce que montre une enquête en 2013, c'est-à-dire que quand on arrête le traitement et qu'on a une maladie symptomatique, et ben on est hospitalisé. Et donc, vous avez 2 photos d'un frottis sanguin du même patient avant la mise sous hydroxycarbamide. Vous voyez les globules rouges tout déformés. Et ça, c'est le même patient 1 an après, avec des globules rouges qui ont une forme beaucoup plus sympathique et donc qui circulent beaucoup mieux et qui abîment donc beaucoup moins les tissus. Diapositive suivante. Donc, ce projet a été mis. Diapositive suivante. Donc, ce projet
qui essaie d'utiliser les moyens innovants pour répondre aux besoins en fait, des jeunes. On a inclus des jeunes en moyenne à l'âge où on débute la transition. C'était essentiellement des patients drépanocytaires en monocyte. L'acceptabilité est excellente puisque 95% des collègues et des patients ont adhéré immédiatement au projet. 75% des patients et des collègues de la région sont toujours en cours de suivi rapproché. Et donc, c'est un outil à la fois de soutien et d'autonomisation au quotidien des jeunes, en particulier au moment de l'adolescence. Donc, ici, vous regardez des schémas, ils peuvent faire des schémas sur la prise médicamenteuse, etc., mémoriser leur rendez-vous. Et si on clique sur mon questionnaire, donc l'application Arexproof qui est présente sur le téléphone et il y a une alerte pour répondre au questionnaire qui est de bien que tu ta prise médicamenteuse pareil. Ils répondent sur l'échelle et 6 sont en succès. Idem pour l'hydroxycarbamide, idem pour l'école ou le travail, idem pour comment ça se passe avec les amis, les enfants et les ados, jeunes adultes sont rappelés. Est-ce qu'ils ont eu mal dans les dernières semaines? Ils sont rappelés, s'ils répondent. Et qu'ils aient répondu à 10 partout et s'ils cochent veux-tu que l'infirmière te rappelle cette semaine, ils sont rappelés. Ils peuvent communiquer par texto ou téléphone de manière gratuite à l'infirmière. Et on a vu des tas de situations où, en fait, ce lien a permis d'éviter des ruptures du suivi, a permis des signalements à la CRIP. En fait, ça sert dans tous les domaines de la vie et ça a été conçu comme ça. Il y a des quiz amusants. Vous avez le droit de ne pas regarder la réponse. Parmi ces personnes célèbres, laquelle était drépanocytaire? Napoléon III, Toutankhamon, Marie-Antoinette et Pablo Picasso. Eh bien, c'était Toutankhamon, parce que son père, Ramsès III, était lui-même drépanocytaire. Diapositive suivante, il y a aussi des fiches éducatives, ludiques, et on est en train d'en rajouter parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes. Ça, c'est quelques phrases qu'on a extraites de ce qu'ils disent, parce qu'on les voit, ils sont vus par l'infirmière tous les 3 mois. Il y a eu un bilan éducatif au départ, une évaluation de la qualité de vie, et ensuite ils ont des entretiens réguliers avec l'infirmière, en plus des consultations médicales, c'est souvent téléphonique. Merci beaucoup de participer à l'avancement de la drépanocytose avec l'APIDREP. Mariama qui a 17 ans, Kelly 20 ans dit merci beaucoup pour tout. Grâce à APIDREP, j'ai beaucoup appris, beaucoup de choses sur moi. Merci de m'accompagner. L'APIDREP, ça m'aide. Si j'ai des douleurs ou si quelque chose ne va pas, pour savoir ce qu'il faut faire. Dans l'APIDREP, j'aime bien le fait qu'il y a quelqu'un qui me demande régulièrement comment je vais, qui s'intéresse à moi. 16 ans, Sarah. Aaron, 16 ans aussi, 15 ans. Dans APIDREP, j'aime bien le fait qu'il y ait quelqu'un qui me demande régulièrement comment je vais, qui s'intéresse à moi. Qu'est-ce que je fais? Je relis 2 fois la même chose. L'APIDREP, c'est important et rassurant pour être suivi par l'hôpital, en dehors des fois où on y va tous les 3 mois. Il peut se passer beaucoup de choses entre 2 rendez-vous et ça permet d'en parler. Ça m'aide à être plus autonome dans ma maladie. Merci pour votre aide. Shaima, 14 ans. Diapositive suivante. Ça, c'est le questionnaire de satisfaction. Donc, vous voyez l'âge moyen. Donc, la majorité, c'est des 15-18 ans. Des jeunes inclus. C'est essentiellement des filles qui ont répondu au questionnaire de satisfaction. Ici, ça n'est qu'un échantillon des questionnaires de satisfaction. Hein. Il n'y en a qu'une trentaine sur les 153 patients. À quoi leur sert l'application? Mieux comprendre ma maladie, mieux comprendre mon traitement pour qu'on réponde à mes questions. Donc ça, en fait, c'était
pour ça qu'on l'a fait, et c'était leur demande. Diapositive suivante. Le contact avec les infirmières est utile, voire très utile. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Les quiz et les récompenses quand on a répondu bon au quiz, mais aussi les fiches pratiques. Les contacts avec l'infirmière étaient-ils contraignants? Non. Et la fréquence des questionnaires, apparemment, c'était la bonne fréquence. Diapositive suivante. Ce projet est extrêmement intéressant. Et c'est un projet qui vient pas de nous, il vient des patients, il vient d'un besoin identifié, il vient des associations de patients. Pour la drépanocytose, c'est un soutien majeur parce que si ça n'est pas fait de manière rapprochée, c'est des familles et des enfants qui deviennent des grands brûlés de la douleur. Et ça, c'est très difficilement récupérable. Donc, ça peut être pour la transition, ça peut être pour les plus jeunes adaptés, ça peut être pour les adultes, ça peut être pour tout le monde au moment de la transition, quelle que soit la forme de la drépanocytose, et dans d'autres maladies chroniques, au moment du passage de l'adulte, de l'enfant à l'adulte, et c'est extrêmement simple. Et ça peut se déployer, y compris en Europe, ça peut se déployer, on a des collègues qui vont venir dans des pays à développement moins important, où les distances sont plus importantes. C'est génial. Bravo. Bravo aux patients, aux associations, à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet et qui l'ont maintenu en vie. Les infirmières, le cadre de soins, Bérangère Queux. Voilà, bravo. Merci. Et merci pour votre enthousiasme. On prendra les questions à la fin de la drépanocytose, je crois. J'ai cru apercevoir tout à l'heure le docteur Nathalie Dédain. Oui, je suis là. Je suis là. Je vous passe la parole, docteur. Très bien, merci. Alors, ok. Écoutez, merci de cette invitation. Donc, moi, je suis Nathalie Dédain. Je suis médecin hématologue, responsable d'activité d'allogreffe au sein de l'unité d'hématologie adolescents et jeunes adultes de l'hôpital Saint-Louis. Donc, c'est une unité qui est dédiée aux adolescents et jeunes adultes pour la prise en charge des maladies d'hématologie qui a été créée en 2010. Et au sein de cette unité, eh bien, on a développé des programmes d'allogreffe pour les patients atteints de drépanocytaires, donc des patients adolescents et adultes, et on travaille en étroite collaboration avec les centres de référence maladie rare de la drépanocytose, surtout du centre intercommunal de Créteil au Chic pour le côté pédiatrique et dirigé par le professeur Pondaré. On travaille aussi très étroitement avec le professeur Harley de l'HEGP pour ce qui est des patients adultes. Diapositive suivante. Voilà, bon, Malika Benkeroubou l'a dit, la drépanocytose est une maladie extrêmement douloureuse et ça, et on va voir après un témoignage très intéressant d'une patiente qui s'appelle Lux Kuseke qui va décrire, je pense, qui va parler de ces douleurs qui sont par maladie qui touche progressivement quasiment tous les organes. Et Malika vous l'a dit, il y a des progrès importants en termes de survie chez les enfants, puisque plus de 97% des enfants en France maintenant arrivent à l'âge de 18 ans. En revanche, c'est une maladie chez l'adulte qui s'accompagne de décès précoces, avec un âge médian au décès dans les cohortes adultes en Europe et aux États-Unis qui va de 33 à 53 ans. Donc une maladie très sévère en termes de mortalité et de morbidité. Diapositive suivante.
Donc, l'allogreffe est un traitement possiblement curateur de la drépanocytose. Il a été évalué principalement chez l'enfant. Et chez l'enfant, lorsque l'on peut réaliser une allogreffe avec un frère ou une sœur HLA identique, eh bien, la survie à 5 ans est supérieure à 95%, et ce, après ce qu'on appelle des greffes à conditionnement myéloablatif, c'est-à-dire avec une préparation à la greffe constituée d'une chimiothérapie très intensive. Et plus de 80% des allogreffes sont réalisées avant l'âge de 15 ans en France. En France, il y a à peu près 540 patients qui ont été greffés pour une drépanocytose, mais la grande majorité sont des enfants. Il n'y a que 20% des patients qui ont plus de 15 ans. Et pourquoi? Eh bien, parce que les greffes sont théoriquement plus risquées chez les patients adultes, avec une augmentation de complications, dont une complication immunologique qui peut être sévère après l'allogreffe, qui s'appelle la maladie du greffon contre l'autre, et puis une mortalité liée à la greffe aussi qui est plus importante, due non seulement aux réactions immunologiques, mais aussi à la toxicité des conditionnements de préparation à la greffe. C'est pour ça que différentes équipes ont essayé de développer des conditionnements d'intensité réduite chez l'adulte qui a beaucoup de comorbidités déjà, même l'adulte jeune, dû à la maladie, et se pose par ailleurs la faisabilité de greffe lorsqu'on n'a pas de frère ou de sœur HLA identique dans la fratrie, et la possibilité de réaliser des greffes en situation ce qu'on appelle haploïdentique, c'est-à-dire avec un donneur qui est qu'à moitié identique. Donc ça peut être un frère ou une sœur qu'à moitié identique, mais ça peut être les parents du patient. Diapositive suivante. Voilà, donc dans le service, je vous ai dit, on a développé des programmes de greffe chez les adolescents et les adultes atteints de drépanocytose. On a maintenant greffé 38 patients, donc avec un âge médian de 18 ans, ça allait de 14 à 39 ans. Dans la majorité des cas, il s'agissait des patients qui avaient été greffés avec des donneurs HLA identiques, donc un frère ou une sœur compatible, ils sont 23, et un certain nombre d'entre eux étaient greffés comme on greffe les patients pédiatriques, c'est souvent les plus anciens, avant qu'on ait les données concernant les greffes à conditionnement réduit. Donc c'est 11 patients dans notre série qui ont été conditionnés avec de la chimiothérapie haute dose, alors que depuis qu'on a des données principalement américaines sur l'intérêt des greffes à conditionnement réduit pour greffer les patients adolescents et adultes, eh bien, on a évalué ces nouvelles techniques qui sont des greffes sans préparation chimiothérapique, mais avec des anticorps monoclonaux et une irradiation corporelle totale à faible dose. On a greffé comme ça 12 patients, et par ailleurs, on a réalisé des greffes haploïdentiques, donc semi-identiques chez 15 patients. Ce sont des greffes qui, en théorie, et même en pratique, ont des risques plus importants de complications, de maladie du greffon contre l'autre, de rejet et de mortalité liée à la greffe. On a travaillé, on s'est inspiré de protocoles de greffe à conditionnement réduit développés par une équipe à Baltimore qui utilise des chimiothérapies plutôt à faible dose, une irradiation corporelle totale à faible dose et une prévention de la maladie du greffon qui repose sur l'injection d'endoxan post-greffe. On a greffé comme ça 15 patients. Diapositive suivante. Une diapositive de nos résultats. Donc, lorsque les donneurs étaient un frère ou une sœur HLA identique, ce sont les 23 patients présentés ici. Les résultats à ce jour, ils sont excellents. Tous les patients sont en vie et tous les patients sont en vie sans drépanocytose avec une prise de greffe correcte. Les résultats sont moins bien comme attendu lorsque les patients sont greffés en situation semi-identique. C'est souvent aussi des patients qui sont beaucoup plus avancés dans leur maladie, plus grave, et la survie à 2 ans elle est de 92%. On a eu un décès et 2 prises de greffe, et 2 non-prises de greffe, excusez-moi, ce qui fait que la survie sans maladie à 2 ans est de 71,8%. Diapositive suivante.
On a développé des protocoles prospectifs de greffe à conditionnement réduit chez ces patients adolescents et adultes. Le premier protocole s'appelle Dreparic. Il réalise des greffes à conditionnement réduit en situation HLA familiale identique, donc, et a pour but de comparer les résultats de cette greffe quand on a un donneur versus le devenir des patients qui ne sont pas greffés parce qu'ils n'ont pas de donneur. Il va débuter très prochainement. Il inclut des patients à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à 45 ans et utilise le conditionnement dont on a parlé tout à l'heure, réduit sans chimiothérapie avec des anticorps monoclonaux et une irradiation corporelle totale. Le deuxième protocole sont des protocoles qui sont, donc ce sont tous des protocoles prospectifs nationaux dont je suis l'investigateur principal. Le deuxième type de protocole, donc c'est pour les greffes haploidentiques, c'est un protocole de phase 2 qui évalue d'intensité réduite chez des patients avec des drépanocytoses sévères et qui peuvent aussi être des patients pédiatriques puisqu'il y a des centres pédiatriques qui ont voulu se joindre initialement. Le protocole était prévu que chez les adolescents et chez les adultes. Diapositive suivante. Par rapport à notre unité qui prend en charge des patients pour la greffe pour d'autres pathologies, il y a des spécificités que je voulais vous montrer rapidement quelques étapes du parcours de greffe des patients qui vont être greffés pour une drépanocytose. Donc, les patients sont discutés sur une RCP locale d'allogreffe, mais les indications et les modalités sont discutées au sein d'une RCP nationale greffe drépanocytose, et dans la mesure du possible, inclus dans des protocoles prospectifs. Un point sur lequel j'aimerais insister, c'est l'implication des patients dans la décision de greffe. Dans la mesure où nous, on greffe des patients qui sont qui ne sont pas des enfants, qui sont des adolescents et des adultes, eh bien, les patients, je pense, ont vraiment leur mot à dire sur les indications. Et comme je l'ai dit, cette maladie est une maladie de la douleur et je pense que personne, les soignants, ne peuvent pas forcément évaluer ça de manière extrêmement précise et l'avis des patients est vraiment important. C'est la raison pour laquelle aussi que ces indications de greffe ne sont pas posées d'une manière définitive et la prise en charge peut être longue avant d'arriver à la greffe. Il y a des patients que j'ai vus pendant plusieurs années parce qu'ils n'étaient pas forcément prêts, pas forcément décidés et on avance avec eux au fil du temps. Lorsque on est vers un projet de greffe, on organise une réunion de rencontre avec les soignants dans l'unité, parce que c'est des patients qui sont tous référés, donc que l'équipe ne connaît pas et qui ne connaissent pas l'équipe, ce qui peut rendre le projet un peu compliqué. Mais bien sûr, on travaille en étroite collaboration avec les soignants et les médecins qui nous ont référé les patients. Je vous ai cité 2 centres avec lesquels on travaille très étroitement. Alors, pendant la greffe, il y a quelque chose que l'on a appris à connaître au fil du temps. Il faut savoir que même si pendant la greffe, le taux de globules rouges malades va être très bas, eh bien, dû à l'inflammation, dû au conditionnement, aux infections éventuelles, des douleurs extrêmement importantes qui se manifestent pour les patients comme des crises vaso-occlusives et qui sont parfois extrêmement plus rebelles même au traitement de leur crise habituelle et qui nous mettent, qui nous ont mis beaucoup en difficulté, qui continuent à nous mettre en difficulté, sur lesquels justement on essaye de travailler à la fois sur le plan médicamenteux et sur le plan d'approche parallèle. Et ça nécessite vraiment une formation spécifique du personnel soignant à la maladie et aussi à la douleur et aussi à la perception de la douleur par les patients. Et ensuite, il y a après la greffe, tout l'après. L'après, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des enfants. Et donc, on insiste beaucoup sur la possibilité de préserver la fertilité. Et il y a des techniques de préservation de la fertilité qui sont systématiquement proposées lorsqu'on utilise des conditionnements lourds. Mais vous avez vu que l'on utilise chez l'adulte plutôt des conditionnements allégés. Et ces conditionnements permettent, dans un certain nombre de cas, d'avoir une fertilité conservée. Donc tout ça, c'est en cours d'évaluation et après la greffe.
Et enfin, un dernier point qu'on a aussi appris à connaître en prenant en charge cette pathologie, c'est ce que c'est que la guérison. Pour nous, la guérison, c'était de faire disparaître les crises et les globules rouges malades du sang. Eh bien, dans cette maladie, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que c'est une maladie que les patients ont toujours eue, et parfois la guérison, pour nous médicale, s'accompagne d'une difficulté à réinvestir une identité qui était l'identité avec la maladie. Donc là aussi, on a des choses à apprendre et on travaille dessus. Et parfois, c'est quelque chose qui peut mettre plusieurs années. On voit des jeunes filles en particulier qui ont l'impression d'avoir vraiment perdu quelque chose, et qui décrivent vraiment une modification de leur identité et une perte après la disparition de la maladie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Luce Cuseque-Sona, vous nous rejoignez, vous là? Voilà, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir conviée à ce webinaire. Voilà. Je m'appelle Luce Cuseque-Sona et j'ai été drépanocytaire SS homozygote. À 30 ans, j'ai été greffée d'une greffe appelée identique en 2013. En 2012, le décompte a été fait par les services administratifs de l'hôpital HEGP, Georges Pompidou. En un an, j'ai passé 300 jours en hospitalisation. Vous faites un petit calcul et vous multipliez ça par 30 et vous obtenez les premières années de ma vie. Quand je parle de ces années, je ne peux pas les dissocier de cette maladie qu'est la drépanocytose. Je ne peux pas les dissocier de ces crises douloureuses terribles que sont les crises vaso-occlusives. Je ne peux pas les dissocier de l'épée de Damoclès que j'avais constamment sur la tête, qui me rappelait à toute heure du jour et de la nuit que je pouvais faire une crise, un syndrome thoracique, un AVC, ou que cette maladie pouvait m'être fatale. Je ne peux pas la dissocier du manque de confiance que j'avais en mon corps, qui m'imposait les pires souffrances, et en moi qui sombrait, et en l'avenir que je n'avais même pas. Pourtant, mon parcours avait bien commencé. D'un bébé sage et heureux, je suis passée à tout le contraire. Diagnostic, drépanocytose SS. Les médecins ne me donnaient pas plus de 3 ans d'espérance de vie. Mes parents, me voyant m'accrocher et me battre, car à l'époque j'étais déjà têtue, à 5 ans, ils font tout pour qu'on puisse venir en Europe pour me faire une greffe. La seule solution, la seule chance de guérir. Mais un deuxième mur s'est dressé. J'ai pas de donneur compatible. Ni ma sœur ni mon frère n'étaient compatibles à 100%. Et à l'époque, pas de donneur compatible à 100%, pas de greffe. Il m'a fallu attendre et encore attendre. Attendre 25 ans. 25 ans de douleur insupportable, où j'ai fait un AVC qui m'a paralysée du côté gauche du visage pendant des mois. Où j'ai fait des syndromes thoraciques qui m'ont mené en réanimation, où j'ai fait des infections, des opérations, où j'ai essayé tous les traitements possibles, l'hydréa, les érythrophérèses. Je dormais avec l'oxygène et le desfural la nuit, je me piquais le soir et me dépiquais le matin pour pouvoir aller au lycée comme tout le monde. Enfin, c'était déjà pas facile, mais après mon accouchement, ça a empiré. Les crises étaient de plus en plus fréquentes et plus en plus longues et de plus en plus fortes. J'avais une qualité de vie médiocre. Je ne pouvais plus rien faire. J'avais plus voix d'abord, et quand on arrivait à me piquer par miracle, les médicaments ne fonctionnaient pratiquement plus. C'est comme ça qu'on atteint les 300 jours. Et 300 jours en hospitalisation, c'est pas comme dans les séries télé. Ça n'a rien à voir avec Grey's Anatomy. Je commençais à perdre espoir, mais grâce au progrès de la médecine, j'ai pu avoir une seconde chance. Et c'est comme ça qu'on décide qu'il faut tout tenter, quitte à être la première de ce côté de l'Atlantique. La greffe, cette fameuse greffe. Le parcours n'a pas été simple. Il y avait beaucoup d'appréhension de ma part.
La chimio, les rayons, les chambres stériles, je ne connaissais pas, même si j'avais passé beaucoup de temps à l'hôpital. Je m'étais préparée à la chute de mes cheveux, mais c'était toujours une épreuve quand c'est arrivé. Les GVH, les restrictions, c'était pas facile, mais j'ai bien été pris en charge par le service et par le docteur Desdin. Et vous savez quoi? Eh ben, ça valait le coup. On réalise avec le temps, parce qu'il y a la fatigue, on met du temps à s'en remettre, mais les cheveux repoussent. Et on peut faire des choses qu'on n'a jamais pu faire. Courir, travailler. J'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de vie scolaire pour les enfants en situation de handicap. Maintenant, je veux boucler cette boucle en aidant, en sensibilisant, en informant et en partageant mon histoire. Avec l'association Drépagreffe, je crée des interventions sur la douleur et je sensibilise les personnels soignants à ces douleurs drépanocytaires. Je crée des ateliers pour les patients et surtout, je finalise ma gamme de livres d'éducation thérapeutique qui aident les enfants à comprendre leur maladie. Et quand on comprend, on peut mieux la combattre, cette maladie ou ces maladies. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame Sona. C'est toujours très émouvant d'écouter nos patients nous raconter leur point de vue sur leur maladie. C'était un très beau témoignage, merci. Et puis bravo pour votre courage et votre combativité. Et puis bravo aussi pour tout ce que vous faites maintenant pour délivrer votre expérience aux autres patients. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va essayer de regrouper les questions maintenant. Moi, j'avais une question pour la première, Mme Benkerou, si j'ai bonne mémoire. Je voulais vous poser une question sur cette application. Alors, c'est un outil qui est de plus en plus intéressant dans le domaine de la santé, mais le problème, c'est comment est-ce que vous avez pu le développer, avec quel financement, avec quelle start-up? Est-ce que ça a été compliqué ou pas? Alors, on a répondu en 2014 à un appel à projet télémédecine ARS qui était, et on a été retenu, qui avait 3 volets, la téléconsultation de deuxième avis à distance, la téléexpertise à la demande des collègues de la région et la télésurveillance à la demande des ados jeunes adultes. Vous avez raison de poser la question parce que l'ARS a coupé les financements en cours de route. Donc, on a fait avec les moyens du bord et comme c'était extrêmement efficace, vécu comme extrêmement utile par les patients, eh ben, on s'y est accroché. Les infirmières ont travaillé quasiment sans vacances, les docteurs avec, et les résultats sont absolument exceptionnels dans le sens où ça se joue au quotidien de la vie. Et être soutenu parce qu'on s'est disputé avec un ami et que plus rien ne vaut rien et qu'on n'a aucune raison de prendre ses médicaments. Et quand on en a discuté avec un soignant, soit il vous donne des conseils, soit il vous renvoie vers vos proches. Quand on a des problèmes sociaux, il vous renvoie tout de suite vers l'assistance sociale. On ne peut pas attendre. La vie n'attend pas. Les jeunes n'attendent pas. Et donc, il faut être près d'eux, d'abord, dès le départ, quand ils sont petits, si on ne veut pas avoir des situations inextricables. Et maintenant, on sait qu'on peut utiliser des médicaments dès que l'enfant est tout petit, même avant l'âge de 2 ans, le médicament dont on vient de parler, qui n'a pas de retentissement sur la fertilité. Ça, on a des études qui le montrent, et y compris chez les garçons.
Donc, le financement, on a répondu à un appel à projet et c'est le Cézanne qui nous a trouvé une boîte informatique qui nous a fait le projet qu'on est en train de modifier pour qu'il soit plus joli, mais avec les patients. C'est eux qui disent ce qui leur convient pas, ce qu'ils veulent en plus. Ils ont besoin du lien et du lien approprié. Travail, soutien psychologique, que je fais, est-ce que je peux rester à la maison, des besoins quotidiens. Et également à une période d'autonomisation des jeunes. Comme le dit très bien Nathalie Dédain, le problème c'est qu'à l'adolescence, en fait, on est en quête identitaire, on veut s'autonomiser et la drépanocytose vient se mettre là-dedans. D'abord, on se prend les pieds dans les tapis avec les traitements, mais on a besoin d'avancer. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un, un soignant qui connaît, qui est prêt à répondre aux questions et à orienter vers les bonnes personnes, c'est inestimable. Enfin, pour les jeunes. Pour nous aussi, hein. Bon, on a plein de choses. On va dire c'est génial. C'est génial. Ça déteint sur moi. Alors, sur le projet pilote, il y a 150 patients et là, ça va s'ouvrir à tout le monde, traité par hydroxycarbamide. Et puis là, par contre, Monsieur Nunez, il va falloir qu'on trouve des financements pour maintenir l'application à flot. Professeur Nunez, une dernière question peut-être? Oui, alors la dernière. Ça a dû, c'est génial, hein, vraiment, je pense que c'est génial, mais ça a dû un peu transformer votre organisation médicale. Quelle a été votre réactivité? Par exemple, quand un patient va moins bien et vous sollicite, en combien de temps est-ce que vous pouvez lui répondre et à combien de temps est-ce que vous pouvez le voir? Parce que il faut une certaine organisation quand même. Alors, il y a une plateforme de soignants dédiés qui a été réduite de 3 IDE à une seule IDE et qui travaillait en binôme avec un médecin. Donc, on répondait immédiatement quand il s'agissait d'un problème urgent. Dans les 48 heures, quand il s'agissait d'un problème moins urgent mais qui avait besoin d'une réponse spécifique. Et ça, est-ce que ça a modifié notre organisation? Non, ça l'a améliorée parce qu'il n'y avait pas ce laps de temps entre le problème et sa solution. Et plus le temps passe, plus les choses augmentent et deviennent moins solubles. Si ça fait 3 mois qu'on est déscolarisé, c'est moins bien que quand on le dit à l'infirmière et qu'elle intervient tout de suite pour essayer de comprendre le pourquoi et faire le diagnostic de harcèlement et intervenir en fonction au niveau de l'école, au niveau psychologique. Enfin, au contraire, c'est une aide et on apprend plein de choses et on travaille ensemble. Et ça, merci beaucoup. Alors, je vais juste une question, en fait, il y a un commentaire. C'est génial. Pourquoi ne pas l'appliquer à d'autres maladies? C'est ce que j'ai dit. Voilà. Merci, merci docteur Benpierou, merci docteur Dédain, merci madame Sona. Le temps passe et donc on va toucher passer à la conclusion. Je voulais juste remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions, l'émotion qu'il y avait aussi dans leurs interventions, et puis leur grande discipline, parce qu'on est à l'heure. Et je passe la parole au professeur Raphaël Boric, qui la passera au professeur Jean-Claude. Bonjour à tous, moi je suis pneumologue à l'hôpital Bichat, au centre de référence des maladies rares. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été externe à l'hôpital Beaujon, donc c'était il y a quelques années.
Et à cette période, j'ai rencontré Jean-Pierre Benamou. Il y a quelques-uns autour de ce webinaire qui se souviennent de Jean-Pierre Benamou, qui nous a enseigné les maladies rares hépatiques et qui disait qu'il ne fallait pas collectionner les maladies rares, mais qu'il fallait apprendre et expliquer. J'ai ensuite eu la chance, parce que j'ai été interne en pneumologie à l'hôpital Avicenne avec Hilario Nunes qui est là aujourd'hui. Et j'ai rencontré Jean-Pierre Battesti et j'ai rencontré Dominique Baller, qui m'ont beaucoup enseigné, encore beaucoup appris sur les maladies rares pulmonaires et sur la sarcopenie. J'ai encore eu de la chance parce que j'ai été chef de clinique à l'hôpital Saint-Louis et j'ai rencontré Jean-Pierre Clovel. Et Jean-Pierre Clovel, c'était vraiment quelqu'un, c'était une personnalité qui m'a aussi beaucoup appris sur la prise en charge des maladies rares en immunohématologie, sur l'enseignement, sur la recherche. Et puis, pourquoi je parle de tout ça? Je parle aussi, je vais encore dire un mot aussi évidemment sur l'hôpital Robert Debré, même si je n'y ai pas travaillé directement, mais je dois beaucoup aussi au CBTPN de l'hôpital Robert Debré, à Jean-François Aubry. Je dis ça parce que nous sommes riches au sein du groupe hospitalier d'un passé important sur les maladies rares, un passé qu'on n'a pas assez mis en valeur jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit sur les trois parties importantes des maladies rares, la connaissance, la recherche, le soin et l'enseignement. Et vous avez vu aujourd'hui qu'on essayait de mettre en valeur toutes ces parties sur la prise en charge des maladies rares et montrer à quel point nous nous occupons de ces patients. Et vous avez vu tous les échanges que nous avons eus, les interactions que nous pouvons mettre en place, que ce soit par des méthodes modernes, avec des applications, que ce soit par des webinaires. Bon, là, ça marche un petit peu moins bien aujourd'hui pour des raisons de Zoom. Et puis, quand même, on aime bien avoir des discussions et des formations avec les associations de patients qui sont particulièrement importantes. Et puis, je vais dire un mot, du coup, sur l'avenir des maladies rares au sein du groupe hospitalier, qui est particulièrement important. Là encore, sur ces marqueurs importants, sur le soin. Et j'espère qu'on continuera à pouvoir faire du soin tel qu'on fait aujourd'hui. On aura encore les moyens de s'occuper des patients atteints de maladies rares comme on fait aujourd'hui. Sur l'enseignement, sur la capacité à enseigner les maladies rares, que ce soit aux externes, que ce soit aux internes, j'ai particulièrement apprécié la formation qu'on pouvait faire sur l'annonce diagnostique sur les maladies rares. Et puis aussi sur la recherche, qui est un pan important de la prise en charge des patients. Pour là encore, comprendre et expliquer, avec en particulier l'interface avec les laboratoires de génétique, qui est là aussi particulièrement importante dans notre groupe hospitalier. J'espère que la plateforme réussira à fédérer toutes ces énergies avec les associations de patients, avec les médecins, avec les chercheurs, pour arriver à ces fins. Je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous vois opiner du chef. Écoutez, j'ai la joie de dire quelques mots de conclusion pour ce webinaire. Déjà, je voudrais remercier les gens qui l'ont organisé. Je pense à Hélène Gilardi, je pense à Ladislas Carsanti, je pense à Véronique Barabé, je pense à Juliane, je pense à Raphaël, je pense à Hilario, enfin voilà les gens qui ont coordonné, j'en oublie sûrement des tas, mais ce webinaire. Et je trouve que c'est vraiment très emblématique pour notre GHU que de mettre les maladies rares, je dirais, en prime time, voilà, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que, enfin, c'est aussi l'occasion d'une prise de conscience de l'importance et de la force des centres maladies rares de notre GHU et du GHU Paris-Seine-Saint-Denis qui sont voilà, co-impliqués dans cette démarche de développement des maladies rares. Là où, voilà, sans citer d'autres sites ou d'autres GH, il y a des sites qui communiquent de façon beaucoup plus extensive et beaucoup plus systématique sur leurs centres maladies rares. Il y a des centres qui, pour des raisons historiques, voilà, sans le nommer comme Necker, sont connus pour leurs centres maladies rares de façon historique. Et l'idée n'est évidemment pas de leur enlever quoi que ce soit à la qualité de ce qu'ils font. Mais je pense que voilà, mettre l'accent sur la force, la complémentarité, la compétence de nos centres maladies rares, c'est particulièrement important. Et je pense que le faire savoir aussi bien voilà, en interne
qu'à l'extérieur est quelque chose d'extrêmement important qu'il va falloir continuer. Deuxième chose que je voulais dire, je pense que ce webinaire et ce travail sur les maladies rares, il se doit d'être exporté sur nos territoires de santé. Un CHU comme le nôtre ou comme celui de Paris-Seine-Saint-Denis, c'est pas juste une tour d'ivoire au milieu du monde, c'est voilà, des gens qui travaillent pour une très vaste population, qui travaillent en lien avec des hôpitaux qui sont nos partenaires dans les GHT. Et je pense qu'il y a vraiment une démarche à conduire pour que la qualité de la prise en charge que nous, on fait dans le cadre des maladies rares, elle soit mise à la disposition du plus grand nombre, et en particulier de notre territoire de santé. Et dernière chose que je voudrais dire, je voudrais vraiment remercier les associations de patients et les patients atteints de maladies rares, parce que finalement, on a fait, voilà, sur les longues 30 dernières années, un chemin énorme sur la prise en charge des maladies rares, et c'est ce que rappelait Raphaël Bory quand il rappelait souvenirs d'externes chez Pierre-Yves Benamou ou chez d'autres. Finalement, on est parti d'une situation où voilà, il y avait des patients qui avaient des trucs un peu compliqués avec des noms propres que personne ne connaissait trop et dont on savait en gros pas vraiment trop quoi faire, ou en tout cas voilà, on était plus ou moins inventif médicalement, à une prise en charge qui est organisée et structurée, et où finalement les médecins ont su s'adapter à la rareté des pathologies pour voilà, proposer aux patients des approches qui sont de plus en plus fines et de plus en plus adaptées. Et finalement, ce que moi je retiens de tout ça, c'est que finalement, la prise en charge des maladies rares, elle est probablement préfiguratrice de l'ensemble de la médecine de l'avenir, puisque voilà, je ne sais pas si le concept de médecine personnalisée est connu de tout le monde, hein, mais le concept de médecine personnalisée, c'est de penser que finalement, il n'y a pas de maladie rare ou de maladie fréquente, mais que finalement, chaque patient est différent, qui répond de façon différente à un traitement. Et finalement, le modèle qui a été mis en place par les centres de maladies rares et par la prise en charge des maladies rares, je pense que si on se projette cette fois-ci dans une vingtaine, dans une trentaine d'années, il va en fait plutôt se généraliser. Donc, on peut dire d'une certaine façon que la démarche maladie rare, elle est probablement préfiguratrice de la médecine de l'avenir. Et donc, je pense que c'est à ce titre que finalement, voilà, toute la démarche qui est faite là, elle est extrêmement importante et elle est fondatrice pour l'avenir. En tout cas, merci et merci aux organisateurs de ce webinaire, et je pense qu'il en faudra en refaire beaucoup d'autres. Voilà.